Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour. Je pensais pas qu'un jour, dans ma petite vie, je ferais une interview sur la Lune, ou presque. On est où ici Thomas ? Ici, on est au centre d'entraînement des astronautes à Cologne, en Allemagne, les astronautes européens, l'Agence spatiale européenne. Et ici, plus particulièrement, c'est Luna. Lui, c'est Thomas Pesquet. Vous le connaissez sûrement parce que, en plus d'être chaque année parmi les personnalités préférées des Français, de parler 6 langues, d'être ceinture noire de judo et de jouer super bien du saxo, il est surtout l'astronaute européen qui a passé le plus de jours dans l'espace en réalisant 2 missions à bord de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Je suis hyper content de le rencontrer, on a parlé de plein de trucs. Qu'est-ce que cette guerre change dans la collaboration spatiale ? Exploser son bilan CO2 pour des ultra-riches, pour se faire plaisir, on n'a pas vocation à faire ça. Vous avez le sentiment que la Chine pourrait dépasser les progrès de la NASA, de l'ESA, des programmes russes ? Ouais. Quelle est cette grande découverte-là qu'on pourrait faire dans ces prochaines décennies ? Mais les amis, avant de commencer, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo, Saxo Bank. Si vous avez envie de vous lancer dans l'investissement, mais que vous savez pas trop par où débuter, Saxo Bank est là pour vous accompagner. Grâce à Saxo Bank et au PEA, le plan d'épargne en actions, vous pouvez investir dans des actions européennes ou encore dans des ETF, c'est-à-dire des paniers d'actions qui suivent les grands indices boursiers comme le CAC 40 en France ou le Nasdaq aux États-Unis. Là où Saxo Bank se distingue vraiment, c'est sur les tarifs. Déjà, ils sont très compétitifs, mais surtout, vous avez accès à une sélection d'ETF sans frais à l'achat. Autrement dit, 0 € de frais pour commencer à investir. Avec leur application Saxo Investor, l'expérience est à la fois simple, fluide et intuitive, même pour les débutants. Ah oui, et super important, Saxo Bank est régulé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez essayer Saxo Bank, vous avez jusqu'à 500 € de frais de courtage offerts en passant par mon lien en description. Cette vidéo, vous allez voir, est assez ambitieuse et c'est grâce à des partenaires comme Saxo Bank qu'on peut les faire. Donc merci à eux. C'est peut-être une question un peu con, mais ça sert à quoi, encore en 2025, d'envoyer du monde là-haut ? La même chose que ça a toujours servi, c'est-à-dire c'est vraiment 2 choses, c'est la recherche et l'exploration. C'est se dire, voilà, on a envie d'aller sur la Lune, on a envie d'aller sur Mars, on sait qu'il y a des choses à y faire, mais ça se prépare. La conquête spatiale, elle commence à la fin des années 50, une époque où il n'y a que 2 pays qui envoient des satellites dans l'espace, l'URSS et les États-Unis. Comment est-ce qu'elle démarre cette course à l'espace ? Ça nourrit quel but ? C'est idéologique au début, c'est de dire, on va montrer qu'on a la meilleure technologie, qu'on est le pays un peu supérieur, qu'on est l'idéologie un peu supérieure, et c'est la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, tout le monde connaît ça, qui donne lieu à cette course à envoyer le premier homme dans l'espace. Et c'est comme ça que ça commence au début. Bah ouais, parce que après avoir remporté ensemble la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques, qu'on appelle plus communément l'URSS, entrent en conflit. D'un côté, les Américains défendent un modèle libéral et capitaliste, ce qu'ils appellent le monde libre. De l'autre, les Soviétiques veulent un modèle communiste et centralisé. Ce nouveau type de guerre se joue donc beaucoup plus sur le terrain des idées qu'à coup de gros bombardements. C'est pour ça qu'on appelle cette période la guerre froide. Et très vite, l'espace va devenir le terrain de jeu idéal pour ce bras de fer à distance. Chacun cherche à montrer qu'il est plus puissant que l'autre en allant toujours plus loin, et le premier à marquer un point, c'est le camp communiste. En 1957, l'URSS lance dans l'espace Sputnik 1, le premier satellite artificiel au monde. En gros, Sputnik 1, c'est un engin placé en orbite autour de la Terre. Aujourd'hui, des satellites artificiels, il y en a plein dans l'espace. Ils nous servent à diffuser la télévision, observer la Terre, collecter des données météo ou encore à fournir une connexion Internet. Mais à l'époque, Sputnik 1, c'est un véritable exploit. 1 an plus tard, on est en 1958, les États-Unis envoient eux aussi un satellite en orbite, Explorer. Les US annoncent au passage la création de la NASA pour National Aeronautics and Space Administration. Cette agence civile va coordonner tous les efforts américains liés à l'espace avec un seul but, rattraper l'URSS. Mais les Soviétiques vont frapper encore plus fort. 4 ans plus tard, ils envoient le tout premier homme dans l'espace, un certain Yuri Gagarin. Le 12 avril 1961, un coup de tonnerre résonne à travers le monde. La Russie soviétique a réussi à projeter un homme dans l'espace, à le placer en vol orbital autour de la Terre et à le ramener vivant. Bon, on fait le point, URSS 2, États-Unis 0. Mais le président américain de l'époque, John Fitzgerald Kennedy, ne compte pas baisser les bras. JFK décide d'accélérer les choses et en 1961, le président américain fait une grande annonce devant les parlementaires du Congrès des États-Unis. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. Pourquoi est-ce qu'on est à ce point-là fasciné à cette époque par le fait de poser un homme sur la Lune? Parce que c'est la seule chose qu'on peut faire, parce que c'est la seule chose que les Américains n'ont pas gagné au début, parce qu'il faut dire que les Russes ont quand même tout gagné au début. Hein. Et la Lune, c'est le seul astre qu'on peut atteindre en l'état actuel de la technologie. 384 000 km, c'est pas la porte à côté, mais c'est quand même beaucoup plus près que 40 millions ou 400 millions, la distance de Mars en fonction des orbites des planètes. Donc vraiment, c'est le seul but atteignable, c'est là-haut dans le ciel, au vu et au-dessus de tout le monde. Donc on se dit, tiens, pourquoi pas faire ça, quoi. Et le 20 juillet 1969, le rêve de Kennedy devient réalité. Ce type-là, c'est Neil Armstrong, un astronaute américain qui devient le premier homme à marcher sur la Lune. Clairement, cette fois-ci, les États-Unis remportent la bataille. Bon, mais on parle beaucoup de l'URSS et des États-Unis, et l'Europe dans tout ça. Eh ben l'Europe, elle est un peu à la traîne. La France se lance dans la course à l'espace qu'en 1961, l'année de la création du CNES, le Centre national d'études spatiales. Le président de la République française de l'époque, un certain Charles de Gaulle, rêve alors de faire de son pays une puissance spatiale indépendante grâce à cette nouvelle structure. Mais ça coûte cher. Alors la France va mutualiser ses ambitions spatiales avec celles de 10 autres États européens. Ça permet au passage de faire des économies, et en 1975, ça y est, l'agence spatiale européenne, surnommée l'ESA, pour European Space Agency, est née. 4 ans plus tard, on est en 1979, l'ESA construit Ariane, une fusée qui permet d'envoyer des satellites artificiels dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un lanceur. Et petit moment de fierté nationale, ce succès d'Ariane, l'Europe le doit en grande partie à la France, puisque le CNES, lancé par le général de Gaulle, sera aux commandes du projet. 2 ans plus tard, Ariane s'envole vers l'espace. Décollage confirmé. Takeoff is confirmed. L'Europe spatiale vient de passer de l'espoir à la réalité et devient compétitive. Bon, j'avance un peu dans le temps, on est maintenant en 1991. Cette année-là, l'URSS s'effondre, c'est la fin de la guerre froide, et dans l'espace, tout va alors changer. Fini la compétition permanente et place à la coopération internationale pour donner un nouvel élan à la conquête spatiale. Comment est-ce qu'on passe d'années, de décennies de compétition à une logique de coopération internationale? C'est vrai qu'il y a un shift à un moment. Au début, la compétition, ça permet vraiment de démarrer très rapidement. En fait, c'est un moteur hyper puissant pour un peu dragster pour le démarrage. Par contre, le seul souci du dragster, c'est que ça s'épuise assez vite, en fait. Une fois qu'on a passé la ligne d'arrivée, qui est le premier qui met le pied sur la Lune, voilà, il n'y a plus tellement d'intérêt de continuer à courir. Donc, la question, c'est de dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a des gens qui disaient à l'époque, on continue vers Mars. Et puis, la raison l'a emporté, je pense, à mon humble avis, c'est-à-dire, on va dire, non, ça sert à rien, il faut en faire quelque chose de cette aventure, il faut se servir de ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire de productif? Parce qu'on peut en faire de productif, c'est la recherche. Et pour créer un lieu pour effectuer toutes ces recherches, les agences spatiales américaines, européennes, russes, japonaises et canadiennes unissent leurs forces, et en 1998, elles créent l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Alors bon, moi avant cette vidéo, je pensais que l'ISS c'était juste un joujou technologique de plus. Et pas du tout. En fait, l'ISS, c'est un laboratoire scientifique de folie. On peut par exemple y étudier les effets de l'absence de gravité sur le corps humain, tester des nouveaux robots, des combinaisons ou faire des expériences scientifiques depuis l'espace. Et là où je me trouve, au Centre européen des astronautes à Cologne, ils ont justement des répliques des modules de l'ISS pour s'entraîner à vivre et à travailler dans les conditions spatiales depuis la Terre. Ouais, parce que déjà c'est hors de prix d'envoyer quelqu'un dans l'espace. Si en plus on n'est pas bien préparé, ça devient compliqué. Alors là, il doit y avoir déjà des gens, je pense. C'est ici qu'on a nos modules un peu grandeur nature, enfin même grandeur nature. Module, c'est le module Columbus de la station spatiale, donc qui va être ici juste derrière. Ouais. Alors de l'extérieur, ça ressemble à un bidon, mais c'est vrai que les modules spatiaux, ça ressemble beaucoup à des bidons. Mais à l'intérieur, c'est plein de technologies, et c'est là qu'on va répéter la maintenance, les procédures d'urgence, tout ce qui peut se passer, le programme scientifique pendant la mission. On va aussi beaucoup prendre de données sur nous-mêmes parce qu'on est les cobayes des expériences de médecine et de physiologie. On n'est pas que les opérateurs, on est aussi les cobayes. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, et c'est vrai que c'est à peu près grandeur nature. Alors dans le vrai module, c'est beaucoup plus fouillis, parce on utilise vraiment tous les espaces de stockage, on va avoir des câbles qui dépassent de partout, on a des laptops qui sont branchés. Il y a ici le conditionnement d'air et la ventilation, le filtrage.
Ici, il y a une unité électrique, ici, l'unité des données. On éteint ici, moi j'éteins la moitié, t'éteins l'autre moitié ici. Ok. Général, off, ça va. Voilà. Première action spatiale, tu vois. Première phase de l'entraînement validée, quoi. Yes. Éteindre la lumière. Voilà, donc j'en profite pour poser ma candidature. Messieurs, dames de l'ESA, si vous cherchez un assistant spationaute pour éteindre les lumières dans l'ISS, n'hésitez pas à me contacter, je suis dispo. Bref, c'est donc ce type de module qui compose aujourd'hui l'ISS. Et en parlant avec Thomas Pesquet, j'ai appris que le tout premier module de la Station spatiale internationale, c'était Zarya, un module russe qui a été mis en orbite le 20 novembre 1998. C'est une nouvelle ère de l'aventure spatiale internationale qui s'ouvre. Zarya est la première pièce d'un immense puzzle mondial dont la construction sera achevée en 2004. 2 semaines plus tard, Zarya est assemblé à Unity, qui lui est un module américain. Et après des décennies de guerre froide, cette partie géante de Lego où on imbrique des modules de différents pays les uns aux autres, évidemment, c'est un symbole hyper fort. La Station spatiale internationale ne sera en fait complètement terminée qu'en 2011, et même si son histoire n'a pas été un long fleuve tranquille, c'est un succès incontestable. Depuis l'an 2000, l'ISS est occupée par des astronautes 365 jours par an, 24 heures sur 24. Bon donc, à ce moment précis de la conquête spatiale, la coopération internationale semble solidement installée. Mais tout ça, c'était sans compter les ambitions privées d'une poignée de milliardaires qui vont transformer l'espace en un véritable champ de bataille économique et stratégique. Bon, il y a un truc dont je vous ai pas encore parlé, c'est que dans les années 90, la conquête spatiale entre dans une nouvelle phase qu'on va appeler le New Space. Le New Space, en gros, c'est l'arrivée d'acteurs privés dans un secteur jusque-là réservé aux États. En fait, avec la fin de la guerre froide, les États ont moins besoin de montrer leurs muscles et ils vont donc couper dans le budget consacré à la conquête spatiale. Je vais vous donner une idée très concrète parce que je suis tombé sur ce chiffre qui l'illustre très bien. En 1965, les États-Unis dépensaient 34 milliards de dollars dans la NASA, quand en 2000, ils y consacrent seulement 20 milliards de dollars. Pour faire des économies, la NASA multiplie les partenariats avec des sociétés privées, ce qui pousse tout un tas d'entrepreneurs à tenter l'aventure du spatial, dont un type que vous connaissez sûrement. This is like an incredible thing to have like this amazing city on Mars, the first city on another planet. Au début des années 2000, Elon Musk, il a déjà une entreprise à son palmarès, PayPal, un service de paiement en ligne. Et Elon Musk, globalement, il n'a pas grand-chose à voir avec l'espace. Mais tout ça va pas l'empêcher, en 2002, de monter SpaceX, une boîte qui fabrique des fusées, transporte des astronautes et des satellites. Bon, en gros, SpaceX, c'est une sorte de taxi spatial, si on veut. Et ainsi, 10 ans après, l'entreprise d'Elon Musk développe le premier lanceur privé de l'histoire. Tout ça se fait quand même grâce à un partenariat avec la NASA, qui lui commande 12 missions de livraison pour 1,6 milliard de dollars. SpaceX, ça n'est pas le titre d'un film de science-fiction, mais celui de cette mission spatiale inédite. Pour la première fois, la Station spatiale internationale va être ravitaillée par un vaisseau cargo privé. La fusée a décollé ce matin. Pour l'instant, tout va bien. Qu'est-ce que ça change, cette arrivée des acteurs privés? Alors moi, je sais pas, au risque d'être un peu polémique, j'ai envie de dire ça change pas grand-chose au final. Il y a beaucoup de hype, mais il y a toujours eu des acteurs privés en fait. Ils sont pas arrivés tard. Les fusées et les navettes et les capsules, ça a toujours été construit par le privé. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on déplace le curseur. Avant, la NASA disait, bon voilà, moi je voudrais une navette spatiale, ok, elle sera comme ça, c'est ça qu'il me faut. Je vous donne un contrat, vous me la construisez. Ce qu'on a fait ensuite, c'est que la NASA a dit, bon, en fait, on va faire un contrat de service, quelque part. Nous, ce qu'on veut, c'est une solution pour amener des astronautes dans la station spatiale 3 fois par an, à tel coût et à tel niveau de risque. Débrouillez-vous. Donc ils ont plus de flexibilité pour faire les choses comme ils le veulent. Pour remporter les marchés ouverts par la NASA, les entreprises se retrouvent obligées d'innover, et rapidement. Et d'ailleurs, au passage, ça vaut mieux aussi pour la survie de ces entreprises privées. Là où le gouvernement peut accepter de produire à perte, une entreprise, elle doit être un minimum rentable. Donc, faut réduire les coûts. Et jusque-là, il y a un gros problème qui n'a pas encore été résolu. Les lanceurs, en gros les fusées, ne sont pas réutilisables. Voilà, c'est pas hyper écolo, mais donc à chaque fois qu'on veut envoyer quelque chose dans l'espace, il faut construire une nouvelle fusée. Et ça coûte très cher. Et c'est là que SpaceX va changer le game. En 2017, la boîte d'Elon Musk réussit à lancer une fusée, Falcon 9, déjà utilisée. Et grâce à ça, ça coûte beaucoup moins cher d'envoyer des objets dans l'espace. Regardez, je suis tombé sur ce graphe que je trouve zinzin. Au début des années 60, envoyer 1 kilo dans l'espace, ça coûtait 29 000 $ avec le lanceur américain Atlas Centaur. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez envoyer 1 kilo dans l'espace pour environ 1 500 $ avec le Falcon Heavy
de SpaceX. C'est quasiment 20 fois moins cher. Et tout ça, en grande partie, grâce aux lanceurs réutilisables. En parallèle, plusieurs entreprises réduisent la taille de leurs satellites artificiels, ce qui permet d'en transporter beaucoup plus qu'avant à chaque voyage vers l'espace à un prix plus bas. Bon, donc tout ça c'est très bien, mais il y a un mais. Mais le tout petit risque de ça, c'est peut-être qu'il y a un peu plus de raccourcis, parce qu'évidemment, SpaceX, par exemple, ils sont super forts, mais ils n'ont pas tout l'historique que pourrait avoir la NASA, et notamment les accidents de navettes et les choses qui ont été un peu traumatisantes. Chez SpaceX, parfois, c'est plus l'idée start-up, quoi. Mais on voit bien, moi, pour avoir été dans des réunions, que parfois, ça frotte un petit peu, parce que c'est pas parce qu'on a codé un truc aujourd'hui qu'on peut le mettre sur un lanceur demain. Ça se teste un peu plus que ça, quoi. Bah ouais, pour rester rentable, les entreprises privées fonctionnent avec une logique d'innovation accélérée. Et souvent, compresser les délais, ça rime avec augmenter le risque d'accident. Et ça, SpaceX va en faire les frais. En mars 2021, alors que l'essai d'une de leurs fusées se déroule comme prévu, We've had a successful soft touchdown on the landing pad. That's capping a beautiful test flight of Starship 10. l'engin se repose au sol un peu trop rapidement et quelques minutes après... Enfin, malgré les ratés de SpaceX, Elon Musk profite de son influence grandissante dans l'espace pour se mêler des conflits sur Terre. En février 2022, alors que la guerre en Ukraine fait rage, le milliardaire utilise Starlink pour rétablir l'accès à Internet dans le pays. C'est un truc de dingue, hein. Et pour ceux qui connaissent pas Starlink, c'est en gros le réseau de satellites de SpaceX qui vise à proposer une connexion Internet rapide depuis l'espace, même dans les endroits les plus reculés sur Terre. Mais donc, le fait qu'un milliardaire, un acteur privé donc, utilise son réseau de satellites pour interférer dans une guerre entre deux États, bah forcément, ça m'interroge. Comment est-ce qu'on doit voir peut-être même cette ingérence d'un acteur privé sur une guerre entre deux pays? C'est compliqué. Ça a toujours été le cas, hein, déjà, premièrement. On le découvre pas aujourd'hui avec Elon Musk. Il y a toujours eu des gens très riches qui ont influé sur les destinées du monde, et peut-être même encore plus à une époque où on avait moins d'informations, moins de démocratie. Aujourd'hui, il y a le côté un peu technologique, un peu démiurge qui fait peur aux gens. C'est pas sain qu'une personne ait des possibilités de décision importantes. Ça l'a jamais été, mais j'ai l'impression que le monde, malheureusement, marche comme ça depuis un petit moment. Depuis 2022, la Russie s'isole progressivement sur la scène internationale. Ouais. Qu'est-ce que cette guerre change dans la collaboration spatiale et vos relations, les relations de l'ESA avec les cosmonautes russes? Cette guerre change beaucoup de choses. Entre les équipages, les relations sont bonnes et l'ont toujours été, parce qu'à un niveau individuel, c'est pas parce qu'un pays est en conflit avec un autre que les gens sont forcément tous des monstres. C'est des gens qu'on connaissait avant, avec qui on avait des relations, qui ont des familles, mais les gens n'ont pas changé, on continue à travailler avec eux en bonne intelligence, et puis de toute façon on est tous dans le même bateau, donc on peut pas se permettre d'avoir un conflit majeur à bord de l'ISS. Par contre, entre les organisations, les choses sont devenues de plus en plus difficiles. Et ça, j'avoue, j'y avais pas pensé. Mais en fait, depuis le lancement de l'invasion russe en Ukraine, la coopération spatiale s'est littéralement figée. En 2022, la Russie, qui est un partenaire historique de la NASA sur la Station spatiale internationale, menace carrément de se retirer de l'ISS à plusieurs reprises, et des missions communes avec l'Europe sont stoppées net. Et c'est justement tout le paradoxe de l'espace aujourd'hui. Là-haut, la coopération humaine doit continuer. Mais ici-bas, l'espace redevient un terrain de rivalité politique, économique et militaire. Et parmi les nouveaux challengers, un pays se démarque particulièrement, la Chine. Pour prouver qu'elle est aussi une grande puissance technologique, le pays lance en 2021 sa propre station spatiale en orbite autour de la Terre et a même pour projet d'envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2030. La Chine joue un rôle de plus en plus important dans l'espace. En 2019, elle réussit l'exploit d'envoyer une sonde sur la face cachée de la Lune. China has made history, successfully landing on the unexplored far side of the moon. The Chang'e 4 probe touched down on Thursday in the largest, deepest and oldest crater on the moon's surface and transmitted images back to Earth. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant de l'autre côté, sur la face cachée? Rien. C'est un exploit technologique. On n'y était jamais allé, donc c'est quand même assez sympa. Et puis, l'intérêt, ce serait par exemple pour un observatoire, on est complètement abrité de la lumière parasite de la Terre, par exemple. Et là, ça donnerait une observation privilégiée. Mais c'est surtout, encore une fois, peut-être un acte géopolitique de dire, bah, regardez, on est capable de faire des choses que personne n'a jamais été capable de faire. Vous avez le sentiment que la Chine pourrait dépasser les progrès de la NASA, de l'ESA, des programmes russes? Ouais, je pense que c'est assez concret. Alors aujourd'hui, l'exemple le plus flagrant, c'est le programme de retour vers la Lune, un programme Artemis qui avait été décidé. Il y a eu beaucoup de balbutiements côté américain. Les Américains ont dit initialement 2024
mettre des gens sur la Lune. Ils appelaient ça Boots on the Moon. Ils voulaient Boots on the Moon 2024. Ça voulait dire on va poser des pieds sur la Lune. Et moi, je me rappelle de réunions des astronautes du lundi matin, qui est pourtant quand même un truc assez officiel, assez sérieux, tendance un peu militaire, etc., avec tous les patchs de toutes les missions au mur. Donc c'est pas non plus l'endroit où on déconne à plein tube, on va dire. Et les mecs ont dit quand même dans une réunion du lundi matin, bon bah les gars, ok, Boots on the Moon 2024, on va y arriver. Par contre, on n'est pas sûr qu'il y aura quelqu'un dans les bottes, quoi. En gros, on va pouvoir mettre les bottes, mais on va pas pouvoir mettre le mec qui est dedans, quoi. Et que quelqu'un se permette de faire cette blague dans la réunion du lundi matin, ça voulait dire quand même à quel point l'objectif était pas raisonnable. Évidemment, du point de vue de Trump, lui, il voudrait pendant son mandat. The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. It marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond. D'autant que les Chinois se sont aussi donné le but de le faire avant 2030. Donc on se retrouve un peu dans cette course à la Lune. Et les Chinois passent toutes les étapes en premier. Tous les contrôles d'étapes, ils sont devant. Et la Chine ne compte pas s'arrêter là. En 2020, la CNSA, la China National Space Administration, donc l'agence spatiale chinoise, lance un programme très ambitieux d'exploration du système solaire sous le nom de Tianwen. Et quand je dis ambitieux, c'est pas des blagues. En 2028, Tianwen 3, donc la troisième mission de ce programme, essaiera d'extraire un échantillon du sol martien pour le rapatrier sur Terre. Alors ça paraît rien dit comme ça, mais c'est une performance qui n'a encore jamais été réalisée. En fait, normalement, tous les robots envoyés sur Mars, ils restent là-bas pour toujours, même quand ils fonctionnent plus. Et puis, dans ces nouveaux acteurs étatiques de l'exploration spatiale, il y a aussi l'Inde. L'Inde rêve de se faire une place dans le cercle très fermé des puissances spatiales. Et pour y arriver, elle envoie des sondes, c'est-à-dire des engins sans équipage humain, conçus pour explorer l'espace. En 2009, sa sonde, Chandrayaan-1, révèle la présence de particules d'eau sur la Lune. 14 ans plus tard, Chandrayaan-3 réussit carrément à s'y poser, et le tout est filmé et diffusé en direct. En 2023, l'Inde devient donc le 4e pays à réussir un tel exploit. Et le premier à le faire près du pôle sud de la Lune. Et c'est loin d'être fini. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a déjà annoncé la couleur. Il rêve qu'un Indien marche sur la Lune d'ici 2040. Alors avec tout ça, j'ai un peu le sentiment que l'espace, qui était devenu un grand terrain de coopération internationale, redevient un vrai terrain de rivalité. On repart progressivement dans ce truc de montrer les muscles. Un peu. Cette logique est hégémonique, beaucoup plus que de coopération. Est-ce que l'ISS est le dernier symbole de cette grande coopération internationale ? Ouais, c'est intéressant comme question parce que est-ce que c'est la fin d'un monde ou est-ce que c'est des cycles ? C'est un peu ça la question qui se joue. Et on voit bien que le multilatéralisme qui est né avec la Société des Nations, qui est né aussi avec les Nations Unies après la guerre, cette espèce de grand souffle de se dire attends, cette boucherie, ce truc, ça peut pas se passer encore, il faut qu'on trouve un moyen d'arrêter ça. Aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que les gens vivent dans un monde, alors j'ai une vision très occidentale, mais où ils se disent oui, la paix, ça y est, il n'y a pas besoin de s'en soucier, c'est un truc qui roule. Peut-être que il nous faut une catastrophe pour que ça revienne, j'espère que non, peut-être que c'est des cycles. Mais moi je me dis que c'est pas trop grave aujourd'hui, dans du spatial pacifique, de remettre un peu de compétition entre les États, parce que ça va peut-être nous amener après, dans un deuxième temps, comme ça a été le cas pour la station spatiale, à faire des choses ensemble. Ce spatial pacifique dont parle Thomas Pesquet, c'est l'idéal voulu par les Nations Unies à la fin des années 60. En fait, en 1967, l'ONU rédige ce document. Ce document, c'est le traité de l'espace, un texte censé éviter que notre ciel se transforme en un nouveau champ de bataille. En gros, ça dit que l'exploration et l'utilisation de l'espace doivent s'effectuer pour le bien de tous les peuples et que tous les pays signataires s'engagent à s'abstenir de mettre sur orbite autour de la Terre tout objet porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive. C'est quand même bien plus sympa quand même. Sauf qu'avec la multiplication des conflits à travers le monde ces dernières années, ce consensus vole en éclats. En 2017, la France accuse par exemple un satellite russe d'avoir agressé un satellite franco-italien. Un satellite s'est approché de lui, de près, d'un peu trop près. De tellement près qu'on aurait vraiment pu croire qu'il tentait de capter nos communications. Cela s'appelle un acte
d'espionnage. Suite à cet incident diplomatique, la France décide de lancer son propre commandement de l'espace, un organisme chargé de doter la France d'une autonomie stratégique spatiale. L'idée, c'est de pouvoir détecter les satellites étrangers, les observer et défendre les satellites français sans aide extérieure. D'ailleurs, depuis, l'armée de l'air est devenue l'armée de l'air et de l'espace. Et le 12 novembre 2025, Emmanuel Macron affirme carrément ça. La guerre d'aujourd'hui se joue déjà dans l'espace et la guerre de demain commencera dans l'espace. Soyons prêts, ce sera une condition du succès des opérations militaires à terre, dans les airs et dans les mers. Bon, ça sonne très Star Wars. Mais la guerre des étoiles, c'est loin d'être de la science-fiction. Car au-delà des actes d'espionnage, il y a tout un tas de techniques pour faire la guerre dans l'espace. Brouiller les signaux GPS, par exemple, ça suffit largement à perturber une part importante de nos activités sur Terre. On peut aussi lancer des illuminations laser depuis la Terre, contre les optiques des satellites pour les détruire ou les aveugler. Ou carrément envoyer un missile dans l'espace. Même si, en théorie, vous l'avez compris, on n'a pas tellement le droit de le faire. En février 2022, alors qu'on est dans les toutes premières semaines de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une attaque informatique qui va perturber un réseau satellite très utilisé par l'armée ukrainienne, ce qui va offrir un énorme avantage à la Russie. Bref, les tensions montent et chaque pays se prépare un peu au pire dans son coin. Est-ce que nous, en Européens, il faudrait qu'on agisse pour notre propre défense, qu'on commence à développer des satellites espions, qu'on militarise, nous aussi, qu'on mette des équipements militaires dans l'espace? On le fait déjà depuis des années, notamment en France. On a toujours eu des satellites d'observation à but militaire. On a une constellation qui s'appelle Pléiade, qui est utilisation duale, civile et militaire. On a aujourd'hui notre constellation de navigation, qui s'appelle Galileo, qui n'est pas militaire à proprement parler, mais qui nous permet de résister un peu mieux, par exemple, au brouillage du GPS ou au fait que les Américains peuvent couper le signal du GPS quand ça les arrange. Donc on a ces velléités-là depuis longtemps. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on les fait de manière nationale en fait. Et on a du mal à passer ça à l'échelle européenne. Moi, je crois quand même assez fortement à la voie européenne parce que ça permet de travailler ensemble, mais c'est sûr que c'est plus compliqué qu'aujourd'hui les Chinois, quand eux disent on va faire ça, on va y aller, ils mettent l'investissement dessus, en quelques semaines c'est réglé. Nous, il nous faut quelques années avant d'arriver à faire la même chose. Moi, je trouve, si on veut avoir une voix au chapitre dans ce débat-là, il faut en être un acteur. On ne peut pas rester sur le côté et dire vous ne devriez pas faire ça, vous ne devriez pas faire ça. Quelque part, on est aussi un peu obligé d'en être pour pouvoir dire attendez, nous aussi on est dans cet espace-là et donc on va se mettre d'accord plutôt qu'être en opposition. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Pour être justement acteur de ces changements, l'Union européenne est en train de se doter d'un Space Act. Ce règlement pourrait créer un marché unique pour les entreprises européennes du spatial, histoire de réduire les formalités administratives et de favoriser la croissance du secteur. Une façon aussi pour l'Europe de rattraper son retard et de se faire une place à l'avenir dans un New Space qui s'annonce de plus en plus tendu. Bon, récapitulons. Avec le New Space, envoyer des fusées dans le ciel et des satellites en orbite, ça a jamais coûté aussi peu cher. Et d'ailleurs, personne s'est privé de le faire. 3371, c'est le nombre de satellites en orbite en 2020. Et tenez-vous bien, je trouve l'écart hallucinant, de 3371 en 2020, on est passé à 11 539 satellites fin 2024. En 2030, il devrait carrément y avoir 100 000 satellites au-dessus de nos têtes, donc quasiment 10 fois plus. Alors, on pourrait croire que c'est une bonne nouvelle pour la recherche, mais pas tellement. Tous ces satellites, ils créent de la pollution lumineuse. Ils émettent aussi des ondes radio qui viennent perturber l'observation de l'espace depuis la Terre. Et c'est pas le seul danger. Mais il n'y a pas justement un risque de collision avec ces objets dans le ciel, ces satellites? Comment on fait pour rendre tout ce qui tourne en orbite durable? Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'objets là-haut, mais c'est aussi un espace infiniment grand. Donc, quand on parle de dizaines de milliers de satellites, on se dit waouh, mais tous les jours, on a quand même 1 million d'avions dans le ciel, sur Terre, dans un espace, dans une tranche d'altitude qui est comme ça. Et ça se passe bien. Et donc, il y a du monde, mais au final, il n'y a pas tant de risque de collision que ça. Alors, il y en a, mais c'est sur certaines orbites qui sont plus intéressantes, sur lesquelles beaucoup de gens ont envie d'aller se mettre. Là, il peut y avoir du monde, et puis il y a d'autres endroits où c'est assez vide. C'est un morceau de la taille d'une boîte de chaussures, 400 km de vide, un morceau de la taille d'un boulon, 500 km de vide, et un morceau de la taille d'une Fiat Punto. Voilà, j'ai pas d'action dans Fiat, j'ai pas de Fiat Punto. Bon, en vrai, la communauté scientifique, elle n'est pas aussi optimiste que Thomas Pesquet sur le fait qu'on ne croise qu'une Fiat Punto tous les 500 km.
Selon les scientifiques, ça paraît de plus en plus compliqué d'éviter les collisions. Et en cas de collision, l'explosion crée des débris qui, à leur tour, menacent les autres engins et ainsi de suite. Parce que si vous prenez un débris de la taille d'une pièce, mais que vous le balancez à des milliers de kilomètres/heure, il peut casser un autre satellite. Et le pire dans tout ça, c'est que pour le moment, rien n'est prévu pour récupérer ces satellites quand ils seront hors d'usage. À terme, certaines orbites, donc certains chemins suivis par un objet dans l'espace, pourraient se retrouver pleines de déchets et surtout pleines de déchets inutilisables. Une véritable pollution spatiale. Thomas Pesquet, ça vous aura pas échappé. On est dans une période de crise climatique. Or, le spatial, ça pollue. On traverse aussi une crise budgétaire et économique. Et l'ESA demande 23 milliards d'euros de budget pour 2026-2028. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui diront qu'on a suffisamment de problèmes sur Terre avant d'aller en chercher là-haut? Le fait d'aller là-haut, c'est pour régler les problèmes sur Terre. C'est aussi bête que ça. Si on n'avait pas de satellites, de flottes d'observation qui regardent le CO2, la température, la hauteur des vagues, la fonte des glaces, etc., on ne saurait pas qu'il y a le changement climatique. On ne le saurait pas. Sachant qu'au niveau européen, c'est des sommes qui sont quand même très faible. Je vois des trucs, rénovation d'un incinérateur à Argenteuil, 94 millions, dépollution des calanques de Cassis, 100 millions, tout ça c'est très bien, il faut absolument le faire. Une mission spatiale aujourd'hui, pour un astronaute européen, ça coûte entre 20 et 150 millions. C'est des sommes que des collectivités locales sont capables de mobiliser. Plus je regarde ce truc-là, plus je me dis, cette perception que c'est un truc qui coûte cher, c'est pas vrai. 23 milliards donc par an, ça fait 6-7 milliards, allez on va dire 8 milliards par an. Pour l'Europe, c'est rien du tout. La question du budget accordé au spatial, elle est vraiment intéressante. En fait, si on compare ce budget européen de 7-8 milliards d'euros par an au chiffre d'affaires des nouveaux mastodontes du spatial, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Les revenus de SpaceX, par exemple, dépassaient les 12 milliards de dollars rien qu'en 2024. Donc si les États ont parfois du mal à sortir cet argent, autant vous dire que les milliardaires, eux, n'en manquent pas, quitte à le dépenser dans des projets qui ne font pas vraiment avancer la science. The kids here and your children and their grandchildren, you're going to build those O'Neill colonies. This generation's job, my generation's job, is to build the infrastructure so that you'll be able to. We're going to build a road to space, and then amazing things will happen. Lui, c'est Jeff Bezos. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est le fondateur d'Amazon. Et avec son entreprise Blue Origin, il rêve de développer le tourisme dans l'espace grâce à des petites fusées réutilisables. Alors je vous vois venir, quand on parle de tourisme spatial, il ne s'agit pas de partir en vacances sur la Lune. Évidemment, ce genre de voyage, c'est très cher. Un billet coûte en moyenne 500 000 euros, mais au-delà du prix, c'est surtout très polluant. Un voyage de 11 minutes seulement émet autant de CO2 qu'un Français moyen en 1 an et demi. Mais enfin, ça n'a pas empêché la chanteuse Katy Perry de s'envoler avec 5 autres femmes à bord d'une des fusées Blue Origin en avril 2025. Katy! Le tourisme spatial, justement, ça vous inspire quoi? Nous, les agences, on n'a évidemment pas aucun lien avec ça. C'est pas notre vocation. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de la recherche. Exploser son bilan CO2 pour des ultra-riches, pour se faire plaisir, on n'a pas vocation à faire ça. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est que tout ça, c'est peint avec un espèce de vernis en disant oh, voilà, ça a changé ma vision de la planète. Maintenant, je vais inspirer les petites filles. Je dis je suis pas sûr en fait que de dire être chanteuse à succès et puis aller faire 7 minutes dans l'espace, ça va vraiment inspirer les petites filles à devenir ingénieur et à travailler dans le spatial. Je suis pas sûr que ce soit complètement vrai. Il y a quelques années, on entendait Musk nous parler de colonies martiennes. If the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, I find that it's incredibly depressing if that's not the future. Est-ce qu'on verra ça de notre vivant, selon vous? De notre vivant, écoute, je sais pas. Le problème de Mars, c'est vraiment le trajet pour y aller, quoi. Aujourd'hui, c'est 300 jours de trajet. On n'aura rien à faire pendant le trajet, à part y aller. Donc pendant 300 jours, c'est quand même un peu compliqué pour l'esprit. Ouais. On sera quand même en danger. Hein. C'est tellement loin de la Terre, t'as tellement pas de possibilité de retour. Tu vois, c'est comme si t'as une rage dedans, si t'as quoi que ce soit, il n'y a pas de possibilité de secours, il n'y a rien. Donc je pense que les gens imaginent quand même pas bien le challenge que ça peut être. Moi, je trouve que c'est pour ça qu'il faut pas suivre des chimères comme partir sur Mars avec une mission habitée. Et aujourd'hui, je pense que le truc raisonnable, c'est vraiment se concentrer sur la Lune. La Lune, on peut y aller. C'est loin, c'est 1000 fois plus loin que l'ISS, mais c'est raisonnable. Quand on voit tout ça, on se pose la question, quelle autre grande découverte on peut encore faire? Parce que peut-être que la chose qui est dans tous les esprits
une vie extraterrestre. Quelle est cette grande découverte-là qu'on pourrait faire dans ces prochaines décennies ? Je pense que c'est ça. Après, c'est difficile de prévoir la science dans le futur. Mais je pense que la grande question, ce qu'on voudrait comprendre, c'est les origines de la vie sur la Terre, parce que ça reste quand même un grand mystère. On sait à peu près les ingrédients qu'il fallait, mais on ne sait pas d'où ils sont arrivés. Les molécules d'eau qui sont sur la Terre, elles ne se sont pas créées de rien, ex nihilo nihil. Et on pense aussi que d'aller vers Mars, sur la Lune, ça va nous permettre de lire un peu dans le passé ce livre-là. Et puis évidemment, c'est de la vie ailleurs. On sait on pense vraiment très probablement que ça existe. On découvre tous les jours des nouvelles exoplanètes qui sont à peu près dans une zone de leur soleil, de leur étoile, où il y aurait les mêmes conditions que sur Terre. Ça peut exister. Donc on ne s'interdit pas de penser qu'un jour, la grande découverte, ce serait quelque chose d'autre, une autre forme de vie, des bactéries, des plantes, des organismes. Ce ne sera sans doute pas des petits hommes verts. Mais c'est ça qui mettrait quand même beaucoup de choses en perspective et puis qui peut-être nous apprendrait beaucoup de choses sur nous-mêmes. Merci beaucoup Thomas Pesquet. Avec plaisir. À bientôt. Merci d'être venu. J'étais trop content de faire cette vidéo. Merci d'être aussi nombreux à suivre mon travail et celui de mon équipe. C'est vraiment grâce à vous que je peux vivre des moments comme cela. Si vous découvrez mon taf, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ce sujet est tellement complexe qu'on a reçu l'aide de Xavier Pasco. Xavier, il est directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et auteur de plusieurs livres sur la géopolitique de l'espace. Merci à lui et comme d'habitude, toutes les sources de cette vidéo sont dans un document en description. Cette vidéo, vous pouvez aussi la retrouver en podcast. Allez vous abonner sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et tous les autres. Et si ça vous a plu, je vous conseille cette vidéo où j'explique et je raconte le procès qui pourrait bien tout changer pour le Rassemblement national et Marine Le Pen.